Bien, bonjour à tous. Nous sommes vendredi, comme tous les vendredis, sur le forum de la presse, sur le boucantage médiatique avec nos consoeurs Marie-France Gougeot. Bonjour. Bonsoir. Merci. Elle est journaliste un peu partout, donc je ne cite même pas de quel journal. Priscilla Roman de France Antilles. Bonjour. Bonjour. Jacques Dankal n'est pas encore là, mais j'imagine on va le recevoir tout à l'heure, nouvelle semaine. Et Olivier Lancien de Guadeloupe Première, merci d'être avec nous. Je rappelle très rapidement les titres de l'actu aujourd'hui. L'affaire Célie, cette jeune schizophrène, le frère d'une jeune schizophrène qui avait tué l'année dernière, sa sœur a été mise en garde à vue après divulgation d'une vidéo qui montrait justement l'assassinat l'année dernière de son fils, Célie, qu'on voit là. On fera un petit tour sur l'alternance agricole qui se développe en 1971 en Guadeloupe de plus en plus. Et ça, c'est important pour l'agriculture. Et on aura un petit tour du côté des Olympiades de chimie au lycée Charles Griffin. Un peu plus tard, je vais recevoir une businesswoman que vous connaissez peut-être, Paul Lisa Glaé, qui a sorti cet ouvrage. C'est une femme qui a été la première femme noire à être plébiscitée au niveau international comme businesswoman. C'est une Guadeloupéano-martiniquaise. Elle vient de sortir un livre, elle sera notre invitée après le boucantage. Alors, le boucantage aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de sujets. Bien sûr, 14 février, ce n'est pas seulement la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin, mais au Moule, ça n'a pas été en 1952 une Saint-Valentin, puisqu'il y a eu 4 personnes tuées à la suite d'une grève. Macron a porté plainte contre un artiste guadeloupéen qui a montré décapité suite à une exposition sur le chlordécone. Ça fait beaucoup de bruit, mais beaucoup de bruit pour rien, on ne sait pas. La récolte de la canne, eh bien, ça y est, c'est parti, même si tout n'a pas été réglé, mais c'est beaucoup plus apaisé que l'année dernière. Alors, la grosse surprise a été l'attitude de Trump, qui avait dit d'ailleurs avant d'être premier président, je vais régler le problème de l'Ukraine en 24 heures. Visiblement, il est sous la voie, sauf que les Américains et les Russes se sont entendus, mais les Européens sont un petit peu hors sujet, on va en parler. Et puis il y a aussi l'affaire des bons qui fait rebond pour Harry Durimel. Il a distribué des bons à un certain nombre de ses salariés de la mairie. Et visiblement, le préfet n'envoie pas ça d'un bon œil. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Jacques Dankal est là, comme d'habitude. Il sait qu'il est condamné à être là tous les vendredis jusqu'en 2027. Donc, c'est une bonne punition. Bien. Alors, on va commencer 2 petits mots rapidement sur 52. Jacques, tu connais l'histoire de 52 au Moule? Au Moule, oui. Est-ce qu'on peut appeler ça un attentat? Oui, c'en est un, puisque en fait... Un attentat, c'est pas... Disons que c'était une grève qui s'est mal terminée. Qui s'est mal terminée, avec quand même des personnes, de vraies victimes. Hein, donc, il y a 4 personnes, 4 personnes qui sont décédées. C'est un événement qui a beaucoup marqué à l'époque. Et je crois que chaque année, hein, on en reparle. Et il y a une manifestation. Il y a une manifestation au Moule. Bon, c'est toujours important de toute façon, je pense, parce que ce sont des mouvements sociaux qu'il faut rappeler, qui ont un coût, mais il y avait de bonnes raisons de les faire. Et on a eu des mouvements sociaux qui ont suivi. Et il faut toujours se rappeler ces mouvements-là, parce que les luttes, qu'elles soient ouvrières ou simplement syndicales pour d'autres raisons, je pense qu'elles sont importantes aussi pour la classe ouvrière elle-même, mais même pour tous les salariés. Je pense que c'est important de leur rappeler que cette économie-là est marquée par de nombreux bouleversements sociaux. Alors, il y a eu aussi un 52 en Martinique, à Chalville, en 1974, bizarrement 14 février. Oui, c'est une mauvaise date. Hein. Oui, c'est une mauvaise date pour les salariés. Oui. Juste rappeler quand même que par rapport, évidemment, c'est très cher payé, 4 morts et beaucoup de blessés, mais en même temps, dès le lendemain, ils ont obtenu, non pas totalement tout ce qu'ils voulaient, mais ils ont eu effectivement une augmentation sensible de leur salaire. 4 morts, ça coûte cher quand même. Ça coûte beaucoup trop cher. Oui. Mais 67, c'est à peu près la même chose. Hein. Oui. Voilà. Des événements de 67. Le contexte général, en tout cas, il porte vraiment attention et on devrait... C'est bien qu'on en parle aujourd'hui, parce que pourquoi est-ce que cette grève démarre? Elle démarre tout simplement d'une guerre des classes. Oui. On a des usiniers qui, à cause des blocus de la Seconde Guerre mondiale, ont un stock
conséquent de sucre. De sucre, Et on a une France qui, du coup, est en réparation, qui se pense de la Seconde Guerre mondiale, et l'offre redémarre. Donc forcément, les usiniers sont désormais libres de fixer les coûts qu'ils veulent et commencent à faire vraiment beaucoup d'argent. Et derrière, la rémunération des travailleurs de la canne ne suit pas. Attention à ce type de mise en place économique qui revient souvent en Guadeloupe. La Guadeloupe est une terre où dès que là, ça se tend au niveau des classes et de ce que chacun possède, ça se tend, l'élastique casse. Oui. Attention à ça, et c'est intéressant de regarder les mécanismes qui sont derrière cette révolte du 14 février 1952, parce qu'en réalité, l'histoire se répète dans un territoire économiquement dépendant. L'accumulation des richesses dans la main de certains ne provoquera que des révoltes. Et parce qu'on le sent, parce que... Vous êtes une espèce de prophète, Priscilla. Ah non, pas de prophète. De toute manière, l'histoire se parle. L'histoire parle pour elle-même. L'histoire, les chemins sont les mêmes. Quand on regarde, moi, je vous avoue, je connaissais que les faits. Oui. Et j'ai regardé vite fait tout le contexte économique, etc. Et on a les mêmes choses sur 2009. 2009, c'est quoi? Une grosse tension économique mondiale qui se traduit drastiquement sur la Guadeloupe. C'est intéressant quand même de regarder ces mécanismes-là. Oui. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, la récolte de la canne va débuter normalement, les NAO ne sont pas terminés, mais il y a moins de tension quand même. Ça s'est bien passé quand même. Il y a moins de tension. Oui, ça s'est bien passé. Non, mais quand je parlais de... Oui, vas-y, Olivier. Je disais que les champs de canne ont changé. Le champ de la canne. Le champ de la canne a changé. Et j'écoutais, en fait, ce qui m'a marqué sur ce dossier-là cette semaine, puisque nous, on a abordé ça en radio avec René Bélénus, il y a encore des gens qui appellent pour dire qu'il ne faut pas parler de ça, que c'est un contexte d'histoire et qu'il faut oublier. C'est assez choquant au XXIe siècle. L'histoire, mais je souscris à ce que disait Priscilla. C'est-à-dire qu'on a réellement un problème de... Quand je parlais d'attentat, c'est toujours les mêmes réponses qui sont données. Réponses militaires. Parce qu'on a presque l'impression que c'est couru d'avance. De toute façon, on va tirer, en tout cas, on va réprimer. Après, on verra. Et on le voit, c'est chaque fois pareil qu'il y a une revendication. On a l'impression qu'il n'y a pas de dialogue social possible parce que les rapports n'ont jamais changé. Et c'est un peu embêtant, et elle a raison de dire qu'on court toujours le risque, puisque les rapports, sans être marxistes, les rapports de classe sont toujours les mêmes. Donc on peut avoir les mêmes résultats. Mais d'autant plus que sur le plan national, on a quoi? Instabilité aussi. Instabilité du gouvernement, avec cette guerre entre le PCF, la SFIO, ce changement de force au niveau de la gauche ou de l'extrême gauche française, appelons-la, je ne sais pas si les termes qui ressemblent à la situation actuelle. Donc, vraiment, l'histoire nous parle en Guadeloupe. L'histoire nous parle et c'est pas une vieille histoire. On est qu'en 1952 quand même. Mais oui, alors il faut noter quelque chose pour aller un peu plus loin que ce que tu dis, qu'il y a eu 52, il y a eu 67, il y a eu l'affaire Salin, il y a l'affaire Célie, il y a l'affaire Clodo. Aucun gendarme n'a jamais été inculpé. Tous ces gens, ils ont tué des gens ici, ils n'ont jamais été inculpés. D'ailleurs, le gendarme qui avait tué Salin, il a même été honoré après, etc., etc. Et on est là aujourd'hui, comble du hasard, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. L'affaire Célie, l'année dernière, à cette époque, un jeune schizophrène avait été tué par des gendarmes. Et cette fois-ci, c'est sa sœur qui est arrêtée. Voilà un petit peu le contexte de notre pays aujourd'hui. Et c'est toujours très, très compliqué. Bien. Alors, donc la canne s'est apaisée, on peut le dire? Il y a en tout cas... On a pu démarrer la récolte. Je crois que ce qui a aidé beaucoup, c'est la campagne électorale aussi pour la Chambre d'agriculture, où il y avait quand même des discours d'apaisement, chacun voulant défendre son programme. Ça a permis certainement un peu de freiner aussi les ardeurs syndicales. Mais ça ne veut pas dire que les problèmes sont réglés. On a toujours le même problème de rendement, on a toujours le même problème pour le prix de la canne. Mais il y avait des négociations qui étaient en cours, mais qui ne sont toujours pas terminées, notamment sur la question de
la richesse, des bases de calcul et éventuellement une rediscussion autour du prix de la tonne de canne. Ça n'est pas fait, mais je crois aussi qu'il y a un peu de réalisme aussi chez les planteurs qui ont eu quand même près de la moitié, enfin disons un tiers. Vous savez qu'il y a beaucoup plus de cannes cette année. Voilà. La récolte est beaucoup plus importante. Mais oui, puisque les cannes ont été renvoyées sur à peu près un tiers, donc ça veut dire qu'il faut couper davantage et rapidement. Alors j'espère surtout que la pluie va s'arrêter parce que là, il n'y a pas moyen d'entrer dans les champs. Ah, c'est clair. Moi, je veux Oui, vas-y. bon, la convention Cannes, en fait, on sait 2003-2008, 2023-2028. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, c'est pas trop long? Parce que est-ce que si on la revoyait, par exemple, tous les 2 ans, est-ce qu'il y aura autant de friction? Parce que là, effectivement, les enjeux sont majeurs. En 2023, on s'est dit, on peut pas, on part pour 5 ans. Et donc, est-ce que finalement, la question, c'est... D'autant plus que le coût de la vie va augmenter. C'est ça, il y a énormément de paramètres Oui. qu'on ne maîtrise pas sur ces 5 prochaines années. Donc, est-ce que là, la question, c'est pas aussi de se dire, revoyons peut-être... revoyons en fait tout simplement le délai. Mais ils sont pas prêts. Oui. Il faut faire attention aussi à Marie-Galante. La SRMG est en situation délicate parce que l'État n'a pas respecté ses engagements concernant... Je veux qu'Olivier Servat ait intervenu là-dessus. Oui, Olivier Servat est intervenu parce que la ministre de l'Agriculture découvrait le dossier. Oui. Il n'y a pas eu de Est-ce qu'elle aura le temps de plonger dans le dossier elle n'aura pas beaucoup de... Il lui reste très peu de temps, je pense. Ah bon? Celui qui corse le tout, c'est quelqu'un qu'on le connaît bien, c'est l'ancien préfet de Guadeloupe, Philippe Gustin, qui est directeur de cabinet justement au ministère de l'Agriculture. Oui, il semble très apprécié, mais c'est vrai qu'en fait, les dossiers sont bloqués. Et hier, on écoutait le responsable et on est dans une impasse, c'est-à-dire qu'ils relancent et en fait, ils n'ont même pas de réponse. On leur propose même pas une date ultérieure, il n'y a rien. Et donc, je trouve que c'est assez dramatique, oui. Alors, juste une petite parenthèse, je pose toujours la question chaque semaine. Bérou, il a encore des chances de jouer? Il travaille à... Mais il a une affaire là, qui semble le poursuivre. Il avait oublié. Alors, pour l'instant, on dit qu'il ment. Mediapart dit le contraire. Et il y a un avocat, aujourd'hui, qui est intervenu, qui a dit, non, un procureur qui a dit, mais je l'ai reçu à cette époque-là. Il a parlé. Alors, est-ce que c'est une affaire qui va encore... Ce que je trouve toujours très intéressant, c'est le timing de sortie des affaires. Oui. C'est toujours très sympathique. Franchement, les affaires... Bérou est là depuis 10 ans, il embête personne. Bon, il nous embêtait, il a sorti Macron de son truc, mais bon, bref. Ouais. Il embêtait personne. Et bizarrement, c'est au moment où on négocie le budget, c'est à ce moment précis que Mediapart reçoit... Mais c'est ça, que Mediapart reçoit un dossier de 1000 pages, mon Dieu. Un dossier à approfondir précisément sur le Premier ministre. C'est quand même étonnant, ce timing des affaires. Fillon... Il n'y a pas de hasard, il y a peut-être un hasard, mais alors qu'est-ce qu'il est bien calibré, hein? Il est très bien calibré. Il n'a pas de chance à ce malheureux Bérou. Non, et il veut durer. Enfin bon, il a eu ces deux budgets ont été votés malgré les censures. Bon, pour l'instant, tout va bien. Donc, il passera le carnaval, finalement. Je n'ai pas encore dit Pâques. Franchement, avec ce gouvernement, je pense qu'il faut regarder à peu près tous les 2 jours pour savoir s'il passe ou pas. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas le moment d'aller négocier la convention. C'est clair. Sûrement pas. C'est pas le bon timing, comme dirait Boussilia. Enfin, renégocier. Qu'est-ce que c'est la Cannes déjà? Bon, alors, 2 petits mots quand même sur l'affaire Macron. Est-ce qu'on peut dire que c'est une affaire Macron ou c'est une affaire d'un artiste guadeloupéen? Macron Alors, on peut dire que c'est une affaire avec un artiste guadeloupéen ou avec la Guadeloupe, parce que visiblement, nous tous, on a eu l'occasion de le noter. Ce genre d'œuvre, ce genre de situation est commune en France tout le temps. On se dit, mais pourquoi tout à coup, en Guadeloupe, particulièrement, on veut mettre à l'index un artiste, parce qu'il faut se rappeler quand même où est l'œuvre. C'est au fond d'une salle, dans un squat. Bon, on va trouver... Peut-être Macron est venu voir. Oui, donc c'est ça. Donc on se dit, mais bon, est-ce que le président lui-même porte plainte? On se dit, mais bon...
Qu'est-ce que ça cache? Est-ce qu'il y a C'était dans le cadre de cette affaire, en fait, de cette histoire exposée là de mais justement, tu as raison, parce que quand tu lis la presse nationale sur cette affaire, en fait, on ne parle pas du contexte. C'est-à-dire qu'on parle d'une exposition. Donc, dans la tête des lecteurs, et notamment des hexagonaux, c'est une exposition, je veux dire, officielle. Voilà. Or, c'est ça qui est un peu dommage. C'est parce que voilà. Non, mais c'est ça dans l'esprit de beaucoup de gens. Donc, si tu veux, voilà, on est au Centre des Arts. Bon, le Centre des Arts, il est ce qu'il est. L'expo, elle était particulière sur un thème spécifique. Je pense qu'il aurait fallu rappeler tout ça. Et moi, tout ce que j'ai lu, en fait, c'est pas le cas. Et ça change tout. Enfin, en tout cas, ça change pas mal de choses. Et je voulais juste aussi dire qu'en 2022, à Avignon, il y avait justement un graffeur qui avait aussi qui avait représenté Macron en marionnette et Attali manipulait la marionnette. Donc là, il y avait c'était plein de sous-entendus antisémites. Et en fait, il avait été relaxé. Oui. Donc on espère que ce sera la même conclusion pour Charlie Hebdo, vous vous souvenez? Bien sûr, les couvertures, il y en a eu plein où la tête est sur un pic, etc. Et bon, personne, enfin ça passe. Alors Verdol a été entendu hier, bon, enfin on a vu tout le monde est intervenu, même Demouta, je ne savais pas que Demouta s'intéressait à l'art, bon, enfin bon. Non, c'était une découverte. Oui, c'était une découverte. Moi j'ai une question, et comment on prouve que c'est Emmanuel Macron qui est sur cette piste? Ah mais non, mais c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où personne ne... Mais oui, parce qu'il suffit que l'artiste dise, mais c'est pas lui. Mais c'est pas lui. Il n'a pas dit l'artiste que c'était pas lui. Ah oui, c'est ça. Mais intelligemment, il peut dire, mais moi j'ai pas une tête, voilà. Comment tu prouves que c'est bien Emmanuel Macron qui est là? En tout cas, j'ai pas vu ça. Parce qu'il n'a pas dit que c'est Macron, il a jamais dit ça. On a retrouvé quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup, qui était à Gaza. Très bien. Dans ce genre d'affaires, quand il y a autant de fumée sur une affaire qui, somme toute, peut paraître un peu hors contexte, un peu banale, c'est peut-être un contre-feu. Il faut voir ce que ça cache. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache? Oui, tout à fait. D'ailleurs, le bon angle, ce serait effectivement de dire, mais ce que nous on fait, parce qu'il y a des caricatures dans les journaux, mais nous on dit, mais c'est pas vous, parce qu'on a, de temps en temps, on a quand même quelques ennuis, on dit, mais c'est pas vous du tout. Donc effectivement, c'est pas possible de prouver. En plus, juridiquement, on a le droit. C'est-à-dire qu'il y a le droit de peindre. Bien sûr. C'est une œuvre d'art. Il faut enlever tous les tableaux de la Révolution dans les musées. Oui. Mais en fait, on est dans une... Surtout, alors, si on est dans un système politique qui assure la liberté d'expression et la liberté de l'art, dans ce cas-là, pourquoi cette œuvre-là pose problème? En quoi elle enfreint la liberté d'expression, la liberté de l'art? Là, on retourne sur les procès de Charlie Hebdo, on retourne sur les analyses, on retourne sur les analyses picturales. Et honnêtement, pour pas grand-chose, je pense que ça a beaucoup dû embêter certains policiers d'avoir à faire ça. Et effectivement, Olivier a tout à fait raison. Une affaire, somme toute, banale, mais alors qui offre au Centre des Arts une petite publicité tout à fait bienvenue. Hein, et pas seulement au chlordécone. Ça, c'est formidable. Pour le thème du... Ah oui, sur ce thème-là. D'ailleurs, c'est une bonne caricature de dire que Marie-Antoinette a été décapitée à cause du chlordécone, parce qu'elle a été décapitée pendant les derniers Jeux Olympiques. Tant qu'à faire. Bien, alors, deux petits mots. Alors, on a le choix. On va faire de l'international. D'abord, on viendra après sur les bons et les rebonds. L'Ukraine version Trump. Impressionnant, quand même. Mais moi, la seule chose que je remarque, c'est que finalement, Poutine va être là, mis mais vraiment au même rang que les États-Unis. C'est-à-dire qu'il va négocier en direct avec Trump. Et alors, sans l'Ukraine. Sans l'Ukraine. Donc, mais je veux dire que, en fait, finalement, Poutine a fait un coup d'éclat sans prendre aucun engagement. Mais finalement, il va être à la table des grands face à face avec Trump. Et ça, je trouve que rien que pour ça, eh bien, c'est fort. Alors, à ce niveau... En ayant en perspective la négociation de territoire qu'il pourrait libérer. Parce que le Donbass, c'est fini. C'était sa demande dès le départ, d'ailleurs. Je pense que là-dessus, je suis vraiment très impatiente de voir l'analyse de Dominique de Villepin, qui a tapé juste depuis le départ. C'est-à-dire, aujourd'hui, la parole de Trump, même si on pense qu'il est fou, c'est une parole officielle. C'est la parole du pays, c'est une parole diplomatique. Aujourd'hui, tu as Le Monde qui sort dans sa une que les négociations ont commencé 90 jours avant les faits actuels, c'est-à-dire avant les annonces. Ça veut dire que depuis 90 jours, Trump et Poutine se parlent sur ce dossier-là. Rappelons-nous quand même que
dès qu'il est arrivé à son poste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démantelé un certain nombre de services d'État qui s'étaient chargés notamment de vérifier ses accointances ou pas entre la Russie et ses équipes lors de sa précédente campagne. Donc aujourd'hui, même sur le plan national, pour le moment, en attendant que la constitutionnalité soit vérifiée, il a les mains complètement libres sur ce dossier-là. À côté, tu as des Européens complètement dispersés, un nain diplomatique, aphone comme d'habitude, parce qu'il n'a jamais su parler. Il n'y a pas d'armée européenne. Il n'y a pas d'armée européenne. De toute façon, elle s'est vendue à l'OTAN. Elle est obligée de s'aligner sur l'OTAN. Donc, on a un nain européen. On a un président qui a perdu toute crédibilité sur le front de l'Est de l'Europe, puisqu'il y a même, je précise qu'en Ukraine, Macroné s'est parlé sans rien dire. Ah, c'est ce que ça veut dire maintenant. Oui. Il y a même un verbe qui a été sorti. Macroné s'est parlé pour ne rien dire et ne rien faire derrière. D'accord. Donc la France, l'Europe sont aphones sur le dossier. Et on a Trump. Et l'arrivée de Trump, c'est le jackpot pour Poutine. De toute façon, puisqu'il se retrouve fort avec les États-Unis et toujours très fort avec la Chine, puisque l'un ne va pas gêner l'autre. Trump n'est pas si bête que ça, hein. Du point de vue géopolitique, il la joue fine, il la joue très fine. On peut ne pas l'aimer, moi je ne suis pas trumpiste, mais quand on voit un peu comment, on a un peu ce qu'il a décidé pour Gaza et pour... il a dit, si aujourd'hui les otages ne sont pas libérés, il allait permettre à Netanyahou de remettre la guerre. Finalement, on va libérer 3 aujourd'hui. Et en plus, juste une petite parenthèse, c'est le chef des Houthis qui a même proposé de déplacer les Palestiniens dans un État américain. Oui. Gaza, on efface Gaza et puis ils vont habiter en Égypte. Ça ne passera pas. Ce qui m'étonne et qui me ravit, je trouve ça génial. Je pense qu'arriver à un tel niveau de silence sur un dossier aussi brûlant, ça mérite d'être analysé. Le silence abyssal de la Grande-Bretagne sur le dossier. Depuis le départ, depuis les bombardements, alors que il y a une instabilité. Oui, c'est vrai qu'à l'intérieur, ça va pas très bien en Grande-Bretagne, mais mine de rien quand même, ce dossier-là, c'est quand même un gros dossier de ta diplomatie en 1948. C'est toi qui a été soutenir le dossier pour faire en sorte que l'État existe, et tu es dans un silence, et puis surtout, on te demande rien. C'est ça, personne ne se retourne derrière toi pour te dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Silence total, et tu as un vrai cas de génocide, ce qui est avéré, qui a été vu par... Et surtout, quand il propose ce projet de Riviera, c'est en violation de toutes les règles internationales. Il valide un génocide, c'est horrible. Alors, il faut préciser quand même quelque chose, c'est que Trump a des visées sur l'Ukraine aussi, parce que le sous-sol de l'Ukraine n'est pas vierge. Comme en République dominicaine. Oui, comme en République dominicaine. En Haïti, c'est déjà fait. Et en Haïti, c'est déjà fait. Donc, non, mais sur la joue très, très, très fine, finalement, il fait de grandes annonces, mais derrière, il fait le, enfin, entre guillemets, il fait l'autre affaire. Et là, sur l'Ukraine, oui. Oui, pour en venir à l'Ukraine, comme tu dis, justement, en fait, le fond du royaume aussi, il faut savoir que l'Ukraine n'est pas prête non plus à signer une entente, parce que là, quand on les écoute, c'est comme si elle avait capitulé. Mais en tout cas, si on lui demande... Mais il n'a pas le choix. Oui, enfin bon, non, mais ça ne se fera pas simplement, parce qu'elle les écoutait, si tu veux, il a juste à capituler. Bon, militairement, c'est fini. Or ça, à mon avis, on n'est pas encore arrivé au bout de la procédure. Ça, c'est une chose. Par contre, et puis la question, pour rebondir, c'est de dire, est-ce que finalement, avec tout ce qui se passe, est-ce que la Russie et les États-Unis ne sont pas en train de devenir de grands alliés? Je veux dire, c'est les deux grandes puissances. C'est les deux grandes puissances. Et puis voilà. Mais c'est ce qu'on lui avait reproché. On s'est en train de se rapprocher. Oui. On s'était moqué de lui en lui disant qu'il avait permis l'intrusion des Russes dans les affaires américaines. Aujourd'hui, il peut le faire sans aucun problème. Et c'est ce qu'il fait. Il peut le faire sans... C'est une vraie revanche sur son premier mandat, où il avait été embêté de toutes parts à cause de ces liens avec la Russie. Oui. Juste une petite remarque, le mandat d'arrêt, enfin même pas le mandat d'arrêt, c'est-à-dire qu'on a carrément invalidé le président de la CPI. Pour Netanyahou ou bien pour Netanyahou, parce qu'Imran Khan s'est retrouvé... Mais oui, voilà, donc il ne peut plus rentrer aux États-Unis, on a bloqué. Mais y compris les autres membres de la CPI et sa famille, donc une histoire complètement... Par contre, il ne faut pas que ça nous aveugle
sur la place diplomatique de l'Occident. Ça ne change rien à la descente de l'Occident sur le plan mondial. C'est vraiment de la fumisterie. Parce qu'en réalité, Poutine a l'occasion, avec ses alliés des BRICS, il a l'occasion de changer la donne pour longtemps. C'est-à-dire que la situation diplomatique que nous avons connue depuis ce qu'on va dire la fin de la guerre froide, qui en fait n'est jamais finie, qui est en cours actuellement, il ne va jamais la changer parce qu'il a avec lui la Chine, qui, je vous rappelle, il y a 2 jours, vient de chasser malement l'Australie de mer de Chine. Qu'est-ce que l'Australie faisait là? Donc, il y a un vrai... Ça, il ne faut pas s'aveugler en disant Trump reprend les affaires, l'Occident sera aux affaires. Non, l'Union européenne reste faible, aphone et très faible. Trump, il se présente face à lui une vraie crise économique dans son pays qu'il va devoir gérer. Et Poutine le sait. Il n'est pas fou, il sait, il a toutes ces informations. Et à côté, il ne va jamais lâcher la Chine pour les États-Unis. Alors, juste une petite remarque avant la pub. Souvenez-vous de tout l'argent qui a été investi par la France pour soutenir l'Ukraine. Des milliards qui ont été investis. Ou rien, finalement. Justement, un petit mot. C'est à ce moment-là que la France livre 4 Mirage 2000 à l'Ukraine. Qui serviront pour vraiment rien. Voilà, on prend la première fois, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. On va parler de bons et de rebonds. On va parler aussi de l'intelligence artificielle, puisqu'il y a eu ce sommet où la France essaie de jouer son rôle. On dira de petits mots là-dessus. Et on va terminer sur... il faut dire qu'on va parler un petit peu de sport, parce qu'on a une spécialiste de sport, de football. Et de cinéma, non? Ah oui, le cinéma, oui, Magma, oui, mon Dieu, oh my God, j'oubliais, on parle de cinéma, voilà. On prend la pause. Voilà, ils sont tous là, nos consoeurs et nos confrères. Marie-France Gougeot est là, bien sûr. Bonjour. Bonjour. En fait, on se retrouve avec plaisir. Oui, on se retrouve avec plaisir. Priscilla aussi est là. Bonjour. Très dynamique. Jacques est là. Ah, il est arrivé, oui, c'est vrai. Et Olivier Lancien est toujours là, et je suis là. Bien. Alors, on va parler cette fois un petit peu de cinéma, puisque Marie-France a vraiment insisté, vraiment lourdement. C'est un film qu'elle a sûrement déjà vu, ou je ne sais pas. Alors, Magma, qu'est-ce que c'est? Oui, alors je l'ai déjà vu, je confirme, c'est pour ça que je peux en parler. Mais oui, bien sûr, on te fait confiance. Alors, Magma, si je souhaite en parler, voilà, c'est un film qui a été tourné ici en Guadeloupe. Je te dirai pourquoi moi je veux en parler aussi. Ah, oui, bien sûr. Oui. Mais donc, il a été tourné pendant 5 semaines, ils ont tourné au pied de la Soufrière, et une semaine en Grande Terre. Et en fait, c'est les événements de 76, mais version 2024. Alors, c'est pas comme certains magazines de cinéma disent, c'est pas du tout un film catastrophe, mais c'est beaucoup plus une approche humaine. C'est-à-dire qu'on a Marina Foy, entre autres, qui est l'héroïne, qui est la directrice donc, de l'Observatoire. Et là, effectivement, il va y avoir... Alors, c'est un documentaire ou un film? Ah non, c'est un film. C'est un film. Ah non, il y a une histoire. Il y a une histoire et c'est une fiction. Oui. Mais tous les Guadeloupéens vont s'y retrouver. C'est-à-dire que voilà, c'est le même scénario. C'est-à-dire, on évacue pas, qu'est-ce qu'on fait? Sauf que... Tu sais que j'habitais Saint-Claude à l'époque. Oui, donc tu connais, mais plein de Guadeloupéens. C'est ce qui est bien, et c'est pour ça aussi qu'ils nous le proposent en avant-première. Oui. C'est aussi un hommage qu'ils rendent aux Guadeloupéens, c'est de dire, dans l'Hexagone, ça sort fin mars, et nous, à partir de la semaine prochaine, donc ce sera mardi soir en avant-première au Cinestar, et puis à Audarbeau, et puis voilà. Et voilà, mais c'est vraiment une histoire, et quand on voit le film, ce que je trouve absolument exceptionnel, par contre, que Cyprien Vial, qui est le réalisateur, est venu en Guadeloupe quand il avait 12 ans. Et alors, ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, il dit, bon, j'étais surtout pas un aventurier, et ça, sûrement, monter en haut de la Soufrière a dû être sa première aventure, et depuis, en fait, je crois que c'est ce qui a conditionné, en fait, c'est son 3e long métrage, mais c'est ce qui a conditionné ce film, et je trouve qu'il y a beaucoup de... En fait, moi, je trouve que c'est une belle approche de la société. Alors, en fait, c'est un film guadeloupéen ou c'est un film de la Guadeloupe? Oh, c'est une question difficile. Je vais laisser à chacun le soin d'aller le voir. Alors, je vais vous dire pourquoi j'irai voir ce film, parce que mon fils est dans le film.
Bien sûr. Dimitri est dans le film. Absolument. Mais oui. Et d'ailleurs, il est acteur. Il est acteur. Hein. Donc, on l'a choisi plutôt comme moi. Et il joue le compagnon de Marina Foy. Tout à fait, tout à fait. Bon, alors c'est à voir. Hein. Ah, c'est à voir. À ne pas rater. Alors, juste un petit rappel. Il y avait eu en 1977 le film de Werner Herzog, un documentaire. Oui. Lui, un documentaire sur la soufrière. C'est Werner Herzog quand même. C'est un document dont on ne parle pas souvent ici, mais qui est un très 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 beau film qui est à voir. 77 d'ailleurs, bon. Il est venu. Je vous donne une anticipation. Voilà, il est venu en 76 en fait. Il y a un autre film qu'il ne faudra pas rater, c'est le film qui s'appelle Fanon. Oui, Fanon, qui sort en avril. Qui sort en avril, oui. La bande origine, enfin pas le teaser est déjà sur les réseaux, vous pouvez voir. Alors, deux petits mots. Barney. Oui. Barney qui l'a tourné. Barney, il sera bientôt ici, sera notre invité. Alors, deux petits mots sur le football quand même. Pas seulement le football, mais le football à la télévision. On sent qu'il y a un problème en ce moment, Priscilla. Oui, alors depuis le départ, le problème il est récurrent depuis quelques années. On se rappelle le deal complètement raté avec les Chinois qui a fait boule de neige. Et puis là, clairement, dès le départ, les offres du diffuseur qui avait été choisi, qui était DAZN, n'étaient pas réalistes. Tu sais, ces initiales, c'est DZ. Hein. DZ, en plus, elles étaient... Ça n'a pas dû lui porter chance. Elle n'a pas dû lui porter chance. Alors là, peut-être DBZ en tant que millénial, mais DZ seulement non. Oui. Les offres ont été décrites dès qu'elles ont été publiées, parce que tout simplement, dans le temps où la Ligue 1 se remettait et recherchait, restructurait ce modèle économique, eh bien, il y a Internet, tout simplement. Oui. Et Internet s'est organisé pour proposer des diffusions en streaming aux abonnés. Oui. Et les abonnés pouvaient, avec vraiment, évidemment, des coûts qu'on comprend, puisqu'ils sont réduits par rapport aux médias, tout simplement, qui est Internet. Et on a aujourd'hui un diffuseur qui ne peut pas soutenir son modèle économique, qui était quand même assez mauvais dans la retransmission. Il coûtait assez cher aussi. Qui était mauvais dans la retransmission, qui coûtait très cher au final. Et aujourd'hui, on a des abonnés qui ne sont plus en contact ou en lien avec ce qu'on peut leur proposer parce qu'ils ont trouvé ce qui leur va, tout simplement. Tout à fait. Et derrière, ça pose un réel problème sur même le modèle économique du football français et des clubs, parce que certains clubs qui font beaucoup d'efforts et qui ne jouent pas le jeu des stars et le jeu des contrats mirobolants, mais qui comptent sur les clubs de formation, qui comptent sur, on va dire, les anciennes formations du football, ces clubs-là vont se retrouver extrêmement pénalisés. N'oublions pas que, c'est un autre cas, Montpellier, Montpellier, Bordeaux, tout ça. Bon, c'est vrai que c'est d'autres choses, mais quand même, on a un visage du football qui va un peu changer, qui va vraiment maigrir. Alors, je me demande comment ce qu'on appelle le ventre mou, là, entre la 14e place et le reste, comment ça va fonctionner. Mais, et c'est d'autant plus injuste que le niveau global de la Ligue 1 a augmenté. On n'est plus sur les Ligue 1 qu'on a vues ou des matchs ennuyeux. Oui. Le niveau... Et le PSG est en train de... Ce soir, c'est quoi ça? Sixième année championne? Ah oui, là, on compte plus, franchement. 6 ans, non. Plus de 6 ans maintenant? Beaucoup plus, oui, bien sûr. Oui. Alors, il leur reste quand même la Coupe d'Europe, la Ligue, mais enfin bon. La Ligue des Champions, c'est le but ultime maintenant. Ouais, mais ça, c'est compliqué, ça, c'est con. Après, j'avoue, quand tu vois que tu te fais taper par Brest dans le classement, c'est chaud. Ouais. Bon, alors, c'était un petit mot comme ça sur le football, et dire qu'aujourd'hui, les gens disent, j'ai entendu ça aussi, que du fait qu'il n'y ait plus de grandes stars dans le football français, on a moins envie de regarder. Mbappé est parti. Non, je pense pas, parce que justement, on a beaucoup, ces mêmes grands stars, on les a beaucoup accusés d'avoir plombé le jeu. Parce qu'effectivement, quand elles voulaient jouer, c'était très bien. Mais en même temps, on les a beaucoup accusées justement de ne pas avoir livré le spectacle qu'on attendait d'elles. Je pense que les joueurs qu'on a en ce moment sont très bien, ils font le taf et il y a du spectacle en réalité en Ligue 1. Les matchs sont intéressants, sont passionnants. En plus, il y a une vraie réponse par rapport à la Ligue des Champions. Le star système, quand même, il joue quand même dans le football, il faut le dire. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup trop. Oui, beaucoup trop. C'est normal. Beaucoup trop.
exorbitant. Et n'oublions pas que Mbappé est pas président, mais propriétaire de club aussi. Oui, aussi. Et en ce moment, son bon ami Dembélé, le meilleur buteur de toute l'Europe en ce moment, avec 14 buts déjà. Derrière, tu avais quelqu'un qui avait faim, hein. Mbappé avait plus faim. Enfin, il faut dire la vérité. En Espagne, il brille. Il a très faim en Espagne. Je me demande parce même... qu'il a fallu qu'il ait le show avec une petite dame escorte venue des pays frais qui lui a donné très chaud et on s'est bien vite recalé au niveau de ça a peut-être organisé. Deux petits mots sur le sommet de l'IA. Si vous avez suivi un petit peu, pendant 2 jours, la France a été le centre mondial de l'IA et a profité pour essayer de rebooster Mistral. Par rapport à DeepSeek et par rapport à GPT, mais non, mais la France essaie de trouver sa place. Mistral, c'est comme le vent, ça ne... Avant, ça s'ouvre. C'est dur. Hein. On peut reprocher à la France de prendre une position en fait d'attentisme, c'est-à-dire qu'elle regarde... 109 milliards comme c'est pas. Non, pas au niveau financier, mais je veux dire, voilà, elle se dit qu'en fait, on ne va pas prendre de risques. Mais le problème, c'est que tout autour dans le monde, il y a des programmes qui se développent. Et moi, je pense que, je veux dire, Macron encore estime qu'il faut essayer d'être en même temps en avance, mais en même temps prudent. Parce que pour protéger quoi? Pour nous protéger, pour protéger quoi? Les métiers qui vont être amenés à disparaître, mais dans tous les cas, ça va se passer. Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître. Énormément, mais ça, c'est inévitable. Après, effectivement, il aurait peut-être... Est-ce que notre métier même ne va pas disparaître? Alors, je ne sais pas. Les chiens écrasés, oui, mais pas dans les enquêtes. Les chiens écrasés vont être Parce que je vois beaucoup d'articles dans certains journaux. En tout cas, peut-être pas à court terme, mais moi je suis persuadée que d'ici peut-être une décennie, 10 ans. En fait, notre métier va disparaître, selon moi. Mais vraiment, parce que l'IA, en fait, c'est très simple, elle se nourrit de tout ce qu'on fait. Donc là, aujourd'hui, c'est impossible, hein, tu as raison, pour les papiers d'ambiance, les enquêtes, les investigations, non. Mais dans 10 ans, en fait, je veux dire, elle sera tellement riche de tout ce qu'on lui aura donné, elle aura le ventre bien plein et elle pourra nous redonner beaucoup. Donc il y aura un robot à ma place dans 10 ans. Sauf qu'il faudra quand même... un hologramme à votre place. Il faudra se méfier de qui dirige l'intelligence artificielle, parce que s'il n'y a pas de journalistes indépendants ou de journalistes humains qui derrière tout ça, ça ira dans l'intérêt de la personne qui a mis l'argent. Mais oui, mais est-ce que les gens vont lire dans les journaux? Parce que si, avec l'intelligence artificielle, on peut avoir les informations... La vérité n'importe plus à nos lecteurs, c'est ça notre drame. La vérité n'importe plus. Regardez comment on s'efforce à recouper des sources, à rester on va dire, factuel et déontologique. Aujourd'hui, on est une ère de post-vérité. On est une ère d'opinion et d'émotion. Nous, ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est de chercher les faits, de les recouper, de les vérifier, de les exposer. Aujourd'hui, les gens qui nous lisent, ils sont dans l'émotion. C'est ça le travail des réseaux sociaux. Évidemment. C'est ça. Et d'ailleurs, pour que nous puissions les intéresser, nous sommes obligés d'abord de jouer sur leurs émotions pour les amener aux faits. Nous sommes d'abord obligés de susciter une émotion pour les amener aux faits. Donc là-dessus, c'est clair. Concernant l'intelligence artificielle, pour moi, en ce moment, ce qu'on fait, c'est ridicule. Le sommet est ridicule. Comme d'habitude, Macron est ridicule. Je suis désolée. Comme d'habitude, Macron est ridicule. Aujourd'hui, tu as quelque chose, tu as un outil développé, hyper performant qui s'appelle DeepSeek. En une nuit, DeepSeek a renvoyé ChatGPT au stade de Nokia 3310. En une seule nuit pour beaucoup moins d'argent. Au bout d'un moment, aujourd'hui, tu vas mettre 9 milliards pour aller rattraper une intelligence artificielle ultra entraînée, avec un ventre, comme dit Marie-France, extrêmement plein. Pourquoi? C'est trop tard. Encore une fois, on arrive après la guerre. On arrive après les Chinois. Les Américains, aujourd'hui, sont même obligés d'aller courir pour aller essayer de rattraper le train. Ce sommet, c'est très bien, les gens ont mangé des petits fours, ils se sont contentés, ils seront contents, mais encore une fois, quand même. Mais c'est des contrats vides, puisque derrière, Lucie, vous avez vu ce qu'elle a sorti, l'intelligence artificielle française? Vous avez vu les bêtises qu'elle a sorties? Il a fallu 2 semaines pour la réorganiser. Mais 2 semaines, c'est énorme. Les Chinois avaient réussi en 3 jours, terminé. On est complètement largué. Par contre, moi, ce que je trouve, c'est que ce qu'on devrait
faire, ce qu'on aurait déjà dû commencer à faire, c'est pour en fait former notre jeunesse à tous ces métiers de l'IA. Parce que des métiers vont disparaître, on le sait, il faut juste l'intégrer. Mais en fait, il y a énormément, et ça de nouveaux métiers qui apparaissent. Et moi, je vois nulle part dans les programmes scolaires aujourd'hui, justement, le fait d'intégrer ces nouveaux. Et c'est maintenant. Je veux dire, c'est pas dans 10 ans que les élèves de 6e. Mais non, mais les profs ne sont pas formés. Alors, non, mais oui, mais ça, c'est l'histoire du chat qui se marre le cul, parce que ça a été vrai pour l'informatique, ça a été vrai quand on a commencé à dire il faut que dès la maternelle, on parle anglais. Il n'y a jamais de prof de formé. Oui, mais d'accord, mais là, il faut qu'on arrête. Et il faut surtout, voilà, qu'on prépare et qu'ils aient surtout l'esprit à le faire. Alors, cela dit quand même, juste un petit mot. En matière de santé, quand même, l'IA va quand même porter. Elle a fait de très belles choses. Oui, elle a fait de très belles choses. Il n'y a pas Elle a fait de très belles choses. Ah non, il n'y a pas ça. On dit juste qu'on est en retard. On est en retard. Il faut se rappeler aussi les débuts de l'informatique. Actuellement, quel système d'exploitation on utilise? C'est pas un système d'exploitation français. Donc, en fait, on s'est habitué à ce genre de choses-là. Il faut rentrer dedans. Microsoft américain. Voilà. Et il faut se rappeler aussi qu'actuellement, c'est complètement mondialisé. Les Français vont porter leur contribution. En fait, tout le monde va porter une contribution dans un système qui est mondialisé. On ne sait pas où va être la direction. Elle sera peut-être en Chine ou à New York ou ailleurs, mais ça fait un moment que le monde est partagé. On va être dedans, tout simplement. Je veux simplement dire aussi, attention à ne pas être nos propres idiots. Qu'est-ce que l'IA? L'IA, c'est un ordinateur qui fait de l'agrégation hyper poussée de contenu. Sans humain, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Sans création humaine, il n'y a pas d'intelligence. C'est tellement vrai qu'au bout d'un moment, quand on a fait 2 IA communiquer pour voir ce qu'il en sortait, est-ce que de nouvelles choses en sortaient? Rien n'en sortait. Rien n'en sortait pour le moment. Pour le moment. Pour le moment. Moi, je suis persuadée que dans 10 ans, ça va être des machines de guerre. Non, je pense qu'on devient plus bête. Personnellement, je pense qu'on devient plus bête. Mais il y a les deux. Moi, je pense qu'on n'en sortira rien parce qu'on oublie que nous sommes les outils de création principaux. Au départ, nous sommes les outils de création. Est-ce que l'IA ne va pas créer des IA? C'est ça la question. Moi, je pense oui, c'est l'idée. C'est ça la question. Oui, Olivier. Juste 2 choses sur la santé et l'intelligence artificielle. Il y a eu une expérience sur le cancer du sein. Voilà, il y a une IA qui a découvert à une femme un cancer à des années avant la création réelle de la tumeur. C'est impressionnant. Et ensuite, sur l'intelligence artificielle et les humains, il faut coupler l'intelligence artificielle avec le développement de l'ordinateur quantique que vous aurez. Quand vous aurez les deux en même temps, l'humain... C'est déjà sur les portables. Les nouveaux iPhones, il y a une petite parenthèse concernant les médias aussi. L'IA se nourrit effectivement de data pris partout ailleurs. Ça veut dire aussi que la data qui n'existe pas, celle qui nous concerne tous les jours au quotidien, ça doit aussi nous ramener à notre territoire, à un quotidien, à des choses au plus près. Alors le problème, c'est qu'actuellement, si on s'intéresse qu'à l'international, c'est vrai qu'à ce moment-là, effectivement, on disparaît. Alors, mais évidemment, au bout d'un moment aussi, l'IA va récupérer, mais elle va récupérer toujours dans ce qui est produit. Et elle a raison, c'est-à-dire que la machine ne récupère que ce qu'on fait. Alors, messieurs, c'est l'heure de faire quand même une petite revue de la presse quand même, puisque l'émission est destinée aussi à valoriser la presse guadeloupéenne, la presse écrite. Un jour, on fera une revue de la presse avec l'audiovisuel aussi. On prendra un extrait d'une émission. On aurait pu prendre, par exemple, ce qui était hier soir avec l'ANG. Bon, alors, la presse guadeloupéenne, qu'est-ce qu'il y a à la une? On regarde, on commence par France Antilles, l'en moins toute sauce, bien évidemment. Le sexe c'est la Saint-Valentin. Je vous montre où j'étais tout à l'heure. Bien, France Antilles, loisirs et culture, pépite du Bénin en notre carnaval. On revient sur ce qui s'est passé là-bas. On en parle encore. Alors, la filière locale ressuscite. Explication. Les citrons sont en train de revenir? Oui, tout à fait. Il y a eu. Alors, Marie-France va en parler mieux que moi, parce que c'est elle qui a travaillé sur le sujet. Alors, je vais lui laisser la parole. Explication. Collègue. Explication. J'achèterai plus de citrons de la Colombie. Non, alors voilà, c'est ça la très très bonne nouvelle, parce que depuis 2012, en fait, on a une équipe de chercheurs, CIRAD-INRA, qui bosse sur ce problème, puisque la maladie avait décimé tous nos pauvres citrons, oranges et mandariniers. Et en fait, là, ils ont trouvé... Alors, la maladie sera toujours là. On va simplement la contourner. Et en fait, c'est assez spectaculaire parce que on a fait... C'est l'INRA qui a fait cette recherche? C'est l'INRA, et ils sont plusieurs. En fait, c'est un groupe de chercheurs. Et ils ont fait des tests sur différents territoires, ici, Grande-Terre, Basse-Terre et à Marie-Galante notamment. Et en fait, c'est très, très concluant. Donc, il y aura du citron. Donc il y aura du citron. Alors,
On parlait tout à l'heure de... Mais par contre, ce qu'il faut faire, parce qu'en 2012, il y a des agriculteurs, notamment en Côte-Soulevant, à vieux habitants, qui ont tout perdu en quelques mois. À Baïf aussi, À Baïf, bien sûr, voilà. Ces gens-là se sont retrouvés parce qu'ils étaient monoculture, et en fait, ils se sont retrouvés, mais rien. Et le temps que les aides arrivent, etc., il y a eu des situations dramatiques. Donc là, en fait, il faut déjà leur redonner confiance, parce que c'est des gens qui ont fait autre chose. Il faut leur redonner confiance, leur donner envie de revenir dans cette filière agrumes. Achetons du citron guadeloupéen. Ah non, achetons du citron et demain des oranges et des mandarines, s'il vous plaît. Bonne chance. Et par contre, je suis sur mon terrain, fière... j'avais du citron, il a disparu aussi. Non, mais il faut en replanter. Recommence. Bon, je vais en replanter, d'accord. Au Lamentin, j'ai pu voir une mamie qui me disait que, au Lamentin, il y avait des hectares et des hectares de mandarines, de pomelos. Actuellement, là? Non, avant la maladie. Ah oui. Avant la maladie. Mais non, mais j'avais de la mandarine sur mon terrain à Trois-Rivières, j'en ai plus. Bon, ok. Autre titre, après Nouvelle Semaine. Sommes-nous, sommet de l'IA à Paris, bien sûr, Progrès social, l'autre sera la semaine prochaine, on va en parler, le Racing Club en péril à Bastère, ça je le sais, et le rapport Gracien, un jeu pour la Guadeloupe. Avant-dernier titre, les communistes en Assemblée Générale, c'était le week-end dernier, et enfin, je crois qu'on a justice, si je me trompe, qui arrive, oui. Nouvelles étincelles après. Non, on n'a pas justice, non? Si. Voilà, justice, faire preuve d'audace pour accéder à la responsabilité. Je vous ai dit, un de ces jours, on aura le responsable de justice en direct. On a pratiquement fait le tour. Alors, on va parler du bon et du rebond et du bon. Est-ce que Durimel a fait un bon choix en distribuant des bons et aujourd'hui, ça fait un rebond? Puisque le préfet a sorti un courrier disant « Votre délibération du 29 novembre portant attribution de bons d'achat en faveur du personnel demande de retrait. » Alors ça, c'est un vrai problème, parce qu'il y a eu, d'après ce qu'on m'a dit, près de 70 000 € de bons qui ont été distribués. Et les gens ont acheté des choses. Oui, les commerçants sont inquiets. Et les commerçants ne seront pas... Est-ce qu'ils seront payés? Parce que si c'est jugé illégal, puisqu'il y a une procédure, ils ne seront pas payés. Donc il y a une véritable inquiétude, et durant les fêtes, il y a eu consommation, il y a eu utilisation de ces bons. Donc il y a problème. Les bons de 100 €, c'est pas quelle idée a eu. La procédure pour les remboursements va être compliquée. Comment on fait pour émettre des mandats sur la base de... Mais la mairie va devoir rembourser. Hein. C'est ça, je pense. Parce qu'il n'y aura pas d'autre choix, la mairie devra rembourser. Mais l'égalité, c'était pas un choix à faire. Un avantage salarial. Dis-nous ça. Oui, en fait, le préfet est très clair dans le texte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accorder un avantage qui est considéré comme un avantage salarial à l'ensemble des agents, alors qu'il y a un contexte qui le prévoit, une délibération ne suffit pas, sauf si il y a une raison sociale, il y a une raison pour répartir. La mesure prise par votre délibération est dépourvue de base légale et celle-ci présente un risque d'être requalifiée par le juge administratif en complément de rémunération. Et donc, la mairie devra pouvoir rembourser. Alors, quand même, ça me pose un problème, c'est la dernière question. Monsieur Durimel, il est avocat. Oui. Donc, il est censé connaître les lois. Le maire de Saint-François. Oui, il était avocat. Oui, mais là, c'était pas là, c'était vraiment pour faire plaisir à ses salariés. Ah, d'accord. Ça partait quand même du cœur. Alors, il passe au-dessus des lois françaises pour faire plaisir. Mais c'était que la raison, elle est dans l'histoire. Il ne faut pas se leurrer. Enfin, c'est ma commune, je l'aime. Mais la gestion humaine de Pointe-à-Pitre est historiquement très difficile. Donc, ce petit avantage qui a été voulu peut-être pour calmer les uns les autres, ou même pour récompenser les uns les autres, ça se retourne un peu contre eux. Attendons la procédure administrative. Non, mais de toute façon, ça va être retoqué. C'est évident que... sauf que la mairie va rembourser aux commerçants, je ne sais pas comment ils feront. Alors, les gens qui ont acheté, qui ont déposé, ils vont garder ce qu'ils ont acheté. Et les commerçants devront être remboursés quand ce sera... Il faudra trouver comment faire, parce que ça va être compliqué. Mais par contre, si jamais les commerçants ont à rembourser, c'est fini pour Durimel, politiquement.
Je me pose la question, est-ce que ce n'est pas déjà fini? Bon, je n'ai rien dit. Bon, voilà, je vous remercie. On devait passer notre sujet, mais on n'a pas le temps. On le passera la semaine prochaine, probablement. On a parlé de l'affaire Célie. Et bien justement, on va commencer par ça, c'est l'affaire Célie. Tu es le jeune schizophrène tué à Goyave par les gendarmes. Et voilà, c'est le premier sujet du journal. C'est parti. En fait, ils m'ont mis en garde à vue parce que j'ai fait une infraction. Comme ils disent, je ne devais pas diffuser cette vidéo. Je suis convoquée au tribunal le 5 mai pour savoir quelle peine que j'encours. Mais après, moi, je n'ai pas peur. Je vais me battre jusqu'au bout. C'est un combat que j'ai commencé et que je terminerai, même si je risque des peines. Pour le moment, on attend, on n'a pas de réponse. Et je pense qu'avec cette diffusion de vidéos, l'enquête va pouvoir avancer encore plus vite. Donc j'attends que justice soit faite pour mon frère. C'est ça seulement que je veux, la justice, et que la vérité sorte. En pas pour victime, on sent lanceur d'alerte. Et en balancer vidéo là, parce que ça doit être savent, parce que le monde entier doit être savent que Jean l'État français a considéré nègre. Et c'est le butin qui fait que tuer Rony, c'est parce qu'il est nègre. Donc si je là, mon fait vidéo, en balancer vidéo là, c'est parce que on veut pas s'arriver moins, on veut pas s'arriver petit fort moins. Et ça peut arriver nous, c'est le seul prétexte que moi on sont nègre. C'est tout. Il n'y a pas qu'à regretter rien. C'est ni pour balancer des mains, que balancer des mains encore. 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, c'est ça encore en cours. Je là pour dire la vérité. Je ne peux pas dire que je suis satisfaite quand on a une sœur, tout comme moi. Je me sens chanceuse, mon frère il est en vie. Quand elle subit une souffrance avec sa mère qui était là depuis ce matin, sans manger, on a galéré, et qu'on doit se contenter elle va être convoquée, on va faire une enquête sur elle pour savoir ses revenus, pour peut-être lui donner une amende à hauteur de ce qu'elle touche, alors qu'on a assassiné, la vidéo montre qu'on a assassiné son frère. Je ne peux pas, j'ai pas été éduquée comme ça et je ne peux pas me contenter de ça. C'est comme l'affaire des grands frères où les garçons sont sous contrôle judiciaire. Oui, ils sont dehors, mais je ne peux pas me contenter d'un contrôle judiciaire. Quand on sait qu'on n'a rien fait, on ne peut pas se contenter de ça. Clodo, on ne peut pas se contenter de non-lieux ou de personnes. Il y a une vidéo, on montre qu'ils ont tué et eux, ils sont témoins assistés, ils ne sont pas inquiétés. Nous avons affaire aujourd'hui à des violences qu'on pourrait peut-être qualifier de violences policières, mais j'ai l'intime conviction qu'il y a un entretien de l'ordre colonial par la violence. Nous l'avons observé pour Clodo, avec une tentative de non-lieu, avec une contre-expertise, etc. Nous le constatons aujourd'hui avec Rony, où en fait la vérité est punie. Voilà, il est 13h27, c'est la fin du beau cantage d'aujourd'hui. Je vous remercie, Marie-France, Priscilla, Jacques et Olivier. Bon week-end à vous. Merci. Bonne lecture, sans l'IA. Sans l'IA et à très bientôt. Un petit peu quand même. Un petit peu, d'accord. Les citoyens l'IA, ça va fonctionner? Oh non. Bon, voilà. Les agriculteurs ne sont pas prêts de disparaître, ça c'est bien. On prend la deuxième pause. Léger, rapide. Il est 13h33, c'est la dernière séquence d'IZTL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir dans un instant Paul-Élisa Glaé. Bonjour. Bonjour, Danick. Elle est l'auteur ou l'autrice de Le clair et l'obscur, l'itinéraire de la première femme d'affaires noire de France. On parlera de ce bouquin qui est sorti il y a quelques semaines. Mais avant, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est le problème de l'alternance. L'alternance qui se développe en milieu agricole, puisque généralement, c'est dans les entreprises, on va dire, de services, mais dans le milieu agricole, ça commence à venir. Et c'est une très bonne nouvelle pour les agriculteurs, parce que la question de la transmission se pose. On dit que les jeunes n'aiment pas l'agriculture, que c'est compliqué. Solène Fèvre était sur place. On regarde son reportage. Notre objectif, c'est de développer l'apprentissage en Guadeloupe, l'apprentissage dans nos métiers. Donc nos métiers, les métiers qu'on représente au CAPIAT, c'est l'agriculture, l'agroalimentaire et la pêche.
Nous savons que la pêche, elle est artisanale, donc que nous allons avoir beaucoup de difficultés à former dans la pêche, puisque pour le moment, nous n'avons pas de CFA qui propose de formation en apprentissage au niveau de la pêche, mais c'est quelque chose que nous pourrions envisager avec le CFA qui serait prêt à monter une formation au niveau de la pêche. Maintenant, en agriculture, ça fait de très nombreuses années que le CFA agricole existe et donc nous espérons pouvoir développer l'apprentissage davantage, accompagner les jeunes et surtout améliorer l'image de nos métiers, parce que nos métiers souffrent d'une mauvaise image et donc nous devons impérativement travailler davantage sur l'attractivité de nos métiers. Tout le monde sait que l'apprentissage n'a pas forcément bonne presse de manière générale, alors que c'est une voie d'excellence. Nous avons entre 80 et 100% au niveau de taux de réussite. Et au niveau de l'insertion, je pourrais vous dire que nous avons régulièrement des anciens apprentis qui viennent et qui sont maintenant des patrons. Et ça, je parle de l'agriculture, mais c'est valable pour tous les secteurs liés à l'apprentissage, puisqu'à ce moment-là, on apprend et on touche du doigt le métier. Et la plupart du temps, soit chez l'employeur ou après chez un autre employeur ou en créant sa propre structure, eh bien la voie est beaucoup plus facile pour pouvoir se lancer dans la vie active. C'est une convention cadre qui va pouvoir impulser une certaine dynamique, en tout cas au niveau du CFA, parce qu'effectivement on se rend compte qu'on a tendance à manquer certains carrefours, notamment au niveau de la prise en charge de l'illettrisme, la prise en charge de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, mais aussi de tout type de jeunes. Et donc la signature de la convention avec Cocapiat, ce serait pour nous un temps fort qui nous permettrait de développer d'autres types de partenariats, notamment avec les entreprises agricoles, mais aussi avec d'autres types d'entreprises pour l'accompagnement et l'insertion de nos jeunes sur le territoire. Cette convention elle permet de mettre un cadre, encore une fois, au travail qui est fait, de mettre des pointeurs afin de pouvoir analyser les actions qui sont mises en œuvre et d'en vérifier leur efficacité. Et le cas échéant, donc, c'est pouvoir justement travailler sur là où quelque part on aurait pu pêcher pour pouvoir s'améliorer sur les mois et les années à venir, quoi. On perd des élèves parce que la démographie baisse, donc on est à la recherche de nouvelles personnes. Je rappelle qu'on n'est pas obligé d'être fils d'agriculteur pour être agriculteur. Il y a des possibilités, des métiers très intéressants, des métiers de chef d'exploitation en extérieur, au plein air, et puis avec une autonomie qui est quand même très intéressante. Donc ce sont des métiers de l'avenir, les métiers du vivant, où il faut avoir les mains dans le concret, dans le réel, et quelle noble tâche que celle de nourrir la population guadeloupéenne. Dans le domaine de la formation, mais là c'est de l'éducation plutôt, il y avait les Olympiades de la chimie au lycée Charles Coueffin. Solène Fèvre encore, elle était aussi là. Nous sommes sur la thématique chimie et sport, comme l'année dernière, donc toujours dans la continuité des Jeux Olympiques. Donc les élèves ont travaillé sur cette thématique pendant 5 semaines. Là, ils sont 16 finalistes en fait ce matin, donc vendredi 14 février. Ils étaient 72 au départ, donc on a battu notre record d'ailleurs, et les 16 finalistes en fait concourent pour la 9e édition des Olympiades de chimie régionales au lycée Charles Coueffin qui nous accueille depuis le début de l'aventure. Aujourd'hui, les élèves ont un sujet en 2 parties. La première partie étant justement le dosage du paracétamol dans les comprimés des Firalgan, pour ne pas les citer, que l'on consomme. Donc le préparateur, la société nous présente une boîte avec marqué dessus 500 mg par comprimé. Donc il s'agit de vérifier que cette affirmation est vraie. Je souhaite m'améliorer au vu des OCE, donc les examens qu'il y a à la fin de l'année en TP, en physique-chimie. Mais aussi, vu que je veux quand même être dans la recherche plus tard, quelque chose de près de ça, j'aime beaucoup la manipulation, cet aspect-là. Ils sont évalués effectivement sur leur aptitude à faire les manipulations demandées. On regarde la qualité des gestes, la précision, l'organisation aussi. On regarde l'état de leur paillasse. Est-ce qu'ils arrivent à faire les tâches de façon logique, à ne pas accumuler trop de verris sur la table? Est-ce qu'ils sont organisés? Est-ce qu'ils font preuve de sécurité? Donc la blouse, les lunettes, les gants. Est-ce que tout ça est utilisé à bon escient? Donc c'est le comportement global
en plus des connaissances pratiques demandées qui sont évaluées. Sur l'autre épreuve, on évalue autre chose, c'est-à-dire c'est l'épreuve collaborative, on évalue leur capacité à travailler en groupe, alors que sur l'épreuve expérimentale, juste derrière, ils sont notés de façon individuelle. Le travail en groupe, ça demande beaucoup d'entraide, donc il faut être solidaire, il faut apprendre à s'écouter, et même si on n'est pas d'accord les uns avec les autres, il faut prendre le temps de considérer l'opinion de chacun. Quand les élèves s'inscrivent, c'est qu'ils ont déjà envie de participer. Ensuite, ce que ça leur apporte, c'est, je pense, une meilleure connaissance du milieu professionnel autour de la chimie en Guadeloupe. Parce qu'effectivement, il y a toute cette partie, préparation des épreuves expérimentales, travail sur l'oral, mais on fait aussi des sorties, on fait venir des intervenants qui travaillent dans le milieu de la chimie en Guadeloupe. Et ça leur ouvre les yeux, en fait, sur justement les perspectives professionnelles qu'ils peuvent avoir, en fait, en Guadeloupe, en chimie. Et apprendre autrement aussi, apprendre en fait d'une autre façon, c'est-à-dire acquérir des connaissances autour de ce projet qui sont en fait les Olympiades de chimie et susciter des vocations scientifiques. Voilà, et comme chaque année, le président de région présente ses vœux à la presse. Nous y étions la semaine dernière, petit reportage. Chaque année, GTMR je l'ai fait, on reçoit la presse pour faire les vœux. La presse a un rôle très important à jouer sur le territoire en matière d'information pour la population, en matière sociale, sportive, culturelle. La presse est sur tous les fronts, sur le terrain tous les jours. Donc c'est tout à fait normal qu'on puisse leur dire merci du travail qu'ils font. Voir ensemble aussi ce qui ne va pas, corriger des deux côtés, que ce soit à la région, de mon côté ou du côté de la presse aussi, les choses qu'on peut améliorer dans l'intérêt de l'information de la population. Donc ce sont les vœux pour moi. Là. Ce soir, nous avons voulu faire un bilan quand même. Après 10 ans, ça fait 10 ans que nous sommes à la tête de la région. Parce que beaucoup ne savent pas tout ce que nous avons fait pour ce territoire, pour cette région Guadeloupe. Il y en a beaucoup fait. Tout le monde le dit. Et nous continuerons encore à faire. On peut aller encore plus loin. Il y a d'autres choses à faire. Mais il faut qu'on puisse se donner la main. Il faut que ce que nous voulons faire pour la Guadeloupe, nous voulons faire avec notre cœur. Arrêter de faire la politique politicienne tout le temps pour dire que c'est moi qui ai fait. Non, c'est une équipe. Et c'est quand je disais, il faut remplacer le jeu par le nous. C'est ce que nous avons démontré aujourd'hui avec tous les élus qui me représentent sur les médias, dans votre télé, partout. Les cadres A, B, C qui me représentent à gauche et à droite, chose qui n'existait pas à la région, montrer effectivement qu'on partage les rôles pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc voilà, j'ai voulu dire bon 2025 à la presse, à vous aussi, le travail que vous faites, et que nous puissions continuer ensemble dans l'intérêt de la Guadeloupe. En Martinique, par exemple, sur un budget de 2,4 milliards l'an dernier, ils ont voté un budget de 2,4 milliards. Nous, là, actuellement, on est obligé de se serrer la ceinture à la région. On ne sait pas encore, on sait déjà qu'on va perdre 12 millions, mais on se donnera les moyens quand même de continuer à accompagner les communes comme personne ne l'a jamais fait. La région à domicile, c'était ça, dans les 32 communes. Et aujourd'hui, on l'entend, les maires sont contents. Aucun maire ne dit que nous sommes sanctionnés. On fait pour la population, pas pour un maire, pas pour un parti politique. Et c'est ça, travailler pour la Guadeloupe. Voilà, c'était donc c'est la presse. Alors, je vous ai dit, on va parler avec une femme, Pauline Aglaé, qu'elle est très connue en Guadeloupe, très connue en Martinique, et pas que. Elle a écrit un ouvrage sur une biographie finalement. Mais on a l'impression, c'est un roman, Le clair et l'obscur. Pourquoi le clair et l'obscur, au fait? Mais le clair et l'obscur, parce qu'il y a les bons côtés de ma vie et des côtés positifs, toujours la joie de vivre. Et puis, il y a les épreuves que j'ai traversées. Oui. Et voilà, il y en a eu beaucoup quand même. Hein. Oui, absolument. J'ai presque envie de dire, mais enfin, je le dis tout doucement, on n'avait pas beaucoup de chance avec les hommes. Non, heureusement que ça a changé. C'était quand même quand j'étais plus jeune. Oui. C'est pour ça que, bon, je raconte... Après, je ne m'étends pas, parce que bon, c'est pas ça l'intérêt, mais c'est de raconter les difficultés qu'il y a eu, surtout... Avec vos compagnons, vos maris, etc. Bien, alors, sur le plan du business, quand même, vous avez bien réussi. Ben, je me débrouille pas mal, on va dire. Ouais. Oui. Ouais. J'aime ça. Comment ça a commencé alors? Vous travaillez dans une entreprise et puis après, boum, vous décidez de voilà, lancer votre mais c'est boîte. ce que je raconte, parce que j'étais salariée, et voilà, je raconte comment un jour... je ne vais pas raconter l'histoire aujourd'hui, mais comment un jour j'ai pris les choses en main et j'ai dit à mon patron que je ne vais pas terminer l'année chez lui. On était en septembre et ça ne me convenait plus. Donc j'ai pris la décision de démissionner.
puisque ça se passe il y a démissionner, 26 ans. Quelque chose. Oui, il y a 6 ans. Donc j'ai décidé de démissionner. Donc à l'époque, ça n'existe pas de faire des ruptures conventionnelles, ça n'existait pas. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore de rupture conventionnelle. Ah non, c'est récent, hein, la rupture conventionnelle. Ça date peut-être de 10 ans maximum. Oui. Donc à l'époque, si vous vouliez, ça ne vous convenait pas, vous partiez. Donc j'ai démissionné et j'ai associé la société qui m'embauchait, c'est-à-dire pas mon patron en personne physique, mais la personne morale. Oui. Voilà. Et vous avez pris un nom qui ressemble un petit peu à votre... Oui, mais c'était d'un commun accord. Hein. Ah, il était d'accord? Ah oui, ben, il était associé, donc forcément, il était d'accord quand même. Et ça a bien fonctionné aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, que vous êtes même allé jusqu'en Guyane? Oui, mais ben, aujourd'hui, puisque j'ai créé, je suis martiniquaise, mais je suis d'abord venue en Guadeloupe créer ma structure, il y a 26 ans. Oui. Ensuite, j'ai créé la Martinique, mais cette année fait 20 ans. Et après, j'ai fait la Guyane. Donc aujourd'hui, puisque j'ai vendu ma structure de Guadeloupe, je suis sous la Martinique et finalement, on a recommencé à rayonner, ne serait-ce que sur les 3 départements. Et la Guyane, aujourd'hui, fonctionne davantage, un chiffre d'affaires plus important en Guyane qu'en Martinique. Alors, c'est un concours de circonstances qui fait que vous, entre guillemets, vous débarquez en Guadeloupe. Oui, enfin, oui et non. J'aimais beaucoup la Guadeloupe. Déjà, je venais souvent. Je venais très souvent et je raconte comment un jour, suite à, justement, comme je rencontrais beaucoup de monde, que je connaissais beaucoup de monde, c'est mon ami qui me dit, mais c'est incroyable comment tu connais du monde, pourquoi tu ne fais pas quelque chose? Et c'est là que j'ai dit, mais j'ai décidé que j'allais... Au départ, je lui ai dit, mais je crois que si je trouve un emploi, je vais rester travailler ici. Et il me dit, une femme comme toi, mais c'est pas possible. Tu as trop d'énergie pour que tu puisses venir travailler pour quelqu'un. Et ça a trotté dans ma tête et voilà, au bout de 3 jours, j'ai pris la décision, j'ai dit... Je ne peux pas accepter de travailler comme ça. Enfin, j'avais déjà un sacré caractère. Donc, j'ai décidé de tout changer. Dans le roman, entre guillemets, de votre vie, en Guadeloupe, il y a un peu de suspense, parce que vous avez failli mourir en Guadeloupe. Oui, tout à fait. C'est incroyable, ça. Malheureusement, oui. Ça en était fallu de peu. Il faut que je perde la vie, malheureusement. C'est une épreuve très, très compliquée et douloureuse encore quand j'en parle. Alors, non, mais il y a des petits détails dans votre histoire qui sont particuliers. Alors, je dis ça pour les gens qui liront, ils vont le retrouver. Vous êtes, entre guillemets, sauvé par un policier. Oui. Et après, le policier vous harcèle pratiquement. Oui. C'est incroyable, malheureusement, je ne sais pas, je suis victime. Vous avez un charme particulier, c'est ça? Il faut croire, je crois. Ça m'arrive dans tous les domaines. Hein. J'ai même un prêtre qui est en train de me draguer. Ah, même un prêtre? Ah, bon, j'ai pas vu dans le livre. Ah, c'est pas dans le livre, c'est dans le deuxième tome. Voilà. Bon. Alors, autre chose aussi, vous avez été mère aussi. Oui. Je suis mère. Ça a été compliqué avec votre fils. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant? Oui, ça allait compliqué. Ouais. Jusqu'à maintenant? Mais c'est une maladie mentale. Donc, mon fils, aujourd'hui, il a 34 ans. Ouais. Bien sûr, mais sa situation s'est nettement améliorée. Mais voilà. C'est pas stabilisé comme vous le souhaitez? Ça s'est stabilisé, mais malheureusement, ces derniers jours, ça n'allait pas. Donc, ça agit sur moi, effectivement, quand je sais qu'il est bien... Il est en Martinique ou en Guadeloupe? Il est à la Martinique, là, en ce moment. Alors que lui vivait déjà dans les grandes sphères, hein, puisqu'il vivait à Paris, à New York, à Berlin. Il est retourné bien malgré lui, puisqu'il ne pouvait pas à ce moment-là être autonome. Oui. Et puis, il vaut mieux que je ne sois pas loin, on va dire, pour le soutenir. Il vient de m'appeler encore, puisque, bon, il a vu un autre médecin. Donc, c'est vrai que c'est tout le temps de trouver des solutions pour l'amélioration de sa santé et de son état. Oui. Alors, c'est dans l'actualité aujourd'hui, c'est pas tout à fait dans le livre, mais vous avez travaillé pour le groupe Ayotte. Oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment? Alors, déjà, je parle de M. Bernard Ayotte, parce que je l'ai connu et que je le connais personnellement. Son bureau était en face du mien. Je travaillais à la holding, donc je travaillais vraiment au siège. Et j'avais d'excellents rapports avec lui. Jusqu'à maintenant, je suis allée le voir juste avant les émeutes par rapport au livre, justement. Et vraiment, c'est quelqu'un qu'on connaît très mal, parce que c'est vrai, c'est quelqu'un de très discret et qui est beaucoup dans l'empathie et dans la communication. C'est quelqu'un qui ne s'expose pas beaucoup, mais c'est quelqu'un d'humain, déjà. Ensuite, ce qui se passe, moi je trouve ça regrettable. Bon, bien sûr, la vie chère, c'est évident que la vie est trop chère aux Antilles et j'espère bien... Mais il en a conscience, Bernard Ayotte? Alors, je n'ai pas échangé avec lui là-dessus. Sur cette question-là, non? Mais j'espère qu'il en a conscience quand même, parce que, bon, quand on voit le panier moyen, comment c'est cher, c'est inadmissible. Donc, heureusement, quand même, je ne citerai pas, mais j'ai fait des courses il n'y a pas très longtemps, puisque ailleurs, sous la Martinique, et j'étais agréablement surprise, je trouvais que c'était pas très cher. Parce que
C'est-à-dire que peut-être que ça a changé. Hein, peut-être que ça change. Espérons-le, parce que bon, je comprends très bien qu'il y en a qui ne peuvent pas joindre le bout. C'est très compliqué. Donc, moi, ce que je regrette, en tout cas, c'est qu'on utilise ça pour casser. Parce que ce que je dis, c'est que créer des entreprises, c'est difficile. On ne met pas suffisamment en avant les chefs d'entreprise, ceux qui créent. Et parce qu'il faut avoir la volonté de tout changer, la volonté et l'énergie de monter, de prendre des risques. Il faut prendre des risques pour monter une entreprise. Et de voir quand même qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été brûlées, cassées, ça, je trouve ça lamentable. Ça, c'est pas normal, ça. Alors ça, c'est pas non plus dans votre ouvrage, mais enfin on en parle quand même, puisqu'il y a eu une Miss France qui est mise Martinique pour la première fois. Elle a subi beaucoup de... Malheureusement. De désagréments en France. Le racisme, vous ne l'avez pas connu, mais ça existe. Vraiment. Oui, malheureusement, hein, ça existe. Et elle a essuyé beaucoup de revers, effectivement, beaucoup d'insultes. Bon, je suis contente pour elle. Hein. Moi, je dis que... Vous avez été mannequin aussi. J'ai été mannequin. Mais ça m'arrive de défiler jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant encore? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous êtes incroyable. Mais il faut vivre sa vie, il faut savoir se lancer, mais ça, il faut oser, il faut prendre des risques. Mais là, j'ai pris un risque. Hein. Donc si on vous appelle pour un défilé la semaine prochaine, vous êtes partant? Oui, bien sûr, j'aime ça, mais pour le plaisir, hein, vraiment pour le plaisir, je le fais pour les amis, voilà. Bien, alors, parlons un petit peu de voyage, parce qu'au-delà de ça, vous avez fait pratiquement le tour du monde. Mais c'est ce qu'on me dit tout le temps, mais j'ai fait beaucoup de pays. Quand je vois Curaçao, Barbade, République Dominicaine, je ne parle même pas de la Guadeloupe, Jamaïque, Cuba, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas fini, Costa Rica, Brésil plusieurs fois, parce que bon, vous êtes allé là plusieurs fois, je vois, Argentine, New York, la Corse, Ibiza, vous êtes bien amusé là-bas, Pays-Bas, où est-ce que vous n'êtes pas allé? Alors j'ai encore beaucoup de pays à visiter. Vous avez fait l'Asie aussi? Là? L'Asie. Ah, beaucoup l'Asie. J'ai fait la Thaïlande, Japon. le Vietnam. Ah oui, le Japon. Vous avez fait le Japon, le Vietnam. Je vois la baie d'Along. Le Japon, oui. J'ai fait la Corée du Sud. Qu'est-ce qui vous fait... Ah, moi, c'est une passion. Qu'est-ce qui vous fait courir comme ça? Oui, c'est vraiment une passion. Parce qu'en fait, vous aimez courir aussi, vous aimez marcher. Je suis une sportive. Déjà. Mais j'aurais pu être sportive de haut niveau. J'aime ça, le sport. C'est peut-être de ça dont je puise toute mon énergie. Et il me faut faire mon sport, hein, au moins 3 fois par semaine, minimum. Même quand vous voyagez? Ah oui, j'ai toujours mes baskets dans ma valise, ma tenue en entier qui m'accompagne toujours. Et de tous ces voyages, quel pays qui vous a le plus marqué? Vous le dites dans le livre, mais je préfère vous l'entendre dire. Alors oui, on me pose souvent la question. Je vais dire l'Afrique. Enfin, c'est pas un pays, c'est un l'Afrique, c'est un continent. Voilà, j'ai fait plusieurs pays. Vous avez fait le Bénin, je crois. Oui, le Bénin. Ce qui est à la mode maintenant, c'est place Loubi. Oui, c'est un peu ce qui est à la mode. Le Togo, où je vais souvent. Oui. La Corée, l'approche de la Corée. Vous avez fait le Sénégal, j'imagine? Le Sénégal, la Gambie. Oui. Et... Pas encore le Ghana et la Mais là, il y en a qui arrivent là, bientôt. Je ne veux pas citer parce que je ne suis pas encore partie. Alors, vous voyagez quoi? En avion ou en croisière? Qu'est-ce que vous préférez? J'ai fait beaucoup de croisières. J'ai eu ma période croisière. J'en ai fait pas mal, une dizaine, je ne sais pas, peut-être 20. Je ne sais pas combien, j'en ai fait pas mal à l'époque. Donc ça ne m'attire plus trop, on va dire. La dernière croisière que j'ai faite, c'était juste avant le Covid. J'avais fait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie. Et puis là, j'ai plutôt envie d'aller vraiment au fond des choses, d'aller visiter les pays, d'être au contact avec le peuple. Moi, j'aime ça. Moi, la prochaine étape, c'est quoi? J'aime la rencontre des gens. La prochaine étape? Je ne dirai pas parce que ça se sera la surprise. Bon. Ça se sera. Tant qu'on n'est pas allé, il vaut mieux être prudent. Mais je m'en vais la semaine prochaine. Au principe, je ne devais pas être ici, mais là, je pars la semaine prochaine. Pour combien de jours? Je pars déjà sur Paris, à peu près vous allez vers l'Afrique. Vous allez vers l'Afrique. Voilà, et après, je dois repartir, peut-être 3 semaines après, je repars en Afrique encore. Donc, vous considérez que vous avez fait le tour du monde? Presque. On me dit souvent ça, mais j'ai encore des choses, j'espère pouvoir les faire. J'ai des pays à faire cette année. En tout cas, je me dis pendant que vous collectionnez les pays, en fait, c'est ça? Non, en fait, c'est vraiment une passion. En fait, c'est devenu un objectif en même temps. En même temps, il faut pouvoir jongler entre mes activités et toutes mes activités. C'est pas toujours évident, mais ça fait partie vraiment de mes objectifs. Et vous restez toujours chef d'entreprise? Ah, absolument. Ah oui, j'ai toujours... Le business, ça continue?
Absolument, j'ai la chance d'être bien entourée parce qu'au bout d'un certain temps, c'est important de s'entourer, d'avoir des gens sur qui on peut compter. Oui. Parce que moi, j'ai déjà dit, si c'est pour être dans notre bureau, monter tous les jours au bureau, ça ne m'intéresse pas. Alors, vous avez vendu votre entreprise de la Guadeloupe et, voilà. Et vous avez gardé celle de Martinique. J'ai Martinique et Guyane, je les ai fusionnés, mais j'ai recommencé tout récemment à travailler pour la Guadeloupe parce qu'il y a des clients qui m'ont demandé... Donc, mais là aujourd'hui, ça repart. Ça repart, mais pas pareil. Je ne veux pas recréer une structure, avoir du personnel comme avant en Guadeloupe, parce que pour avoir du personnel, c'est encore une charge et tout. Donc, on a tout centralisé sur la Martinique, parce que j'ai déjà, c'est chez moi déjà, c'est une propriété que j'ai, et j'ai déjà tout mon personnel. En revanche, c'est ce qui a changé avec le Covid. Hein. Avant, on ne pouvait pas imaginer de ne pas être sur place. Aujourd'hui, tout est possible. Oui, vous pouvez travailler à l'autre bout du monde. Oui. Donc, on a la chance, c'est ce que je vous dis. Aujourd'hui, mes plus gros clients sont sous la Guyane. Donc, ce qui n'était pas pensable avant. Alors qu'avant, on avait vraiment une structure en Guyane et tout. Donc maintenant, on a tout centralisé en Martinique, mais on peut travailler partout. Le prochain ouvrage, ce sera récit de voyage uniquement? Ah, il y a déjà des idées, on me le demande, mais il y a des choses, ce ne sera pas pour tout de suite, mais il y a déjà des idées. En cours. Pas en cours, on va déjà continuer avec celui-là, mais j'ai déjà mon idée s'il devrait y avoir un second. Paul Élise, merci d'être venu. Merci. Et puis le livre, il est déjà trouvable partout? Oui, on peut le trouver partout, dans toutes les grandes librairies. Oui, toutes les grandes librairies. Pas de signature prévue ces jours-ci? Au mois de mars. Au mois de mars, après votre retour. Voilà, c'est déjà prévu, c'est déjà acté. Il y aura beaucoup de choses. En Guadeloupe et en Martinique? Les deux. Les deux? Il y a pas mal de choses qui sont déjà prévues au mois de mars. Bien, merci, bon voyage alors. Merci beaucoup. Quand on dit bon voyage, je mets un S à voyage. Je profite pour dire que, vous avez vu, c'est un modèle collector, hein, vous avez vu la qualité du livre. Oui, j'ai vu. Donc là, il n'y en aura pas des masses comme ça. Ah, d'accord. Ah, oui, donc, parce que ça ne se fait plus, hein, vous avez vu la qualité. Tout à fait, cartonné et tout. Voilà, rigide, broché, donc tout, on ne peut pas le détruire, on ne peut pas le déchirer. Donc voilà. Merci, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, il est pratiquement 13h56. Je rappelle qu'un début du ZCL aujourd'hui, on a eu, comme tous les vendredis, le beau cantage médiatique avec nos consoeurs et confrères de France Antilles, Marie-France Gouigeot, Priscilla Romain, Jacques Dancal de Nouvelle Semaine et Olivier Lancien de Guadeloupe Première. Ensuite, on a eu aujourd'hui Paul Élise Aglaé qui nous a parlé de son ouvrage Le Clair Obscur. Et je le dis, c'est une itinéraire qui ressemble à un roman, mais tout est véridique. Absolument. Oui, voilà. Merci d'être venu. Merci. Et puis, bon week-end à vous qui nous regardez du lundi au vendredi. On se retrouve lundi pour une nouvelle séquence du ZCL News. La réalisation était assurée par Jordan avec en back-office Evans. À lundi.